Bonjour à toutes et tous, je suis Justin Heyman, directeur général adjoint du Monaco Economic Board. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de la collection SEMA que le MEB organise en partenariat avec le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, le SEMA. Lors des précédents webinaires, nous nous sommes intéressés à des pays clés qui possèdent des liens forts avec la principauté, tels que la Tunisie ou la Côte d'Ivoire. Des webinaires que vous pouvez d'ailleurs tous retrouver sur notre page YouTube dans la playlist consacrée à cette collection ou sur notre site meb.mc. Pour ce dernier épisode, nous vous embarquons vers une nouvelle destination, peut-être un peu moins connue des entrepreneurs de la principauté. Je veux parler de la République de Djibouti. Située sur la corne de l'Afrique, Djibouti est un pays relativement petit, de près d'1 million d'habitants, célèbre pour son emplacement stratégique exceptionnel sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. De nombreuses bases militaires étrangères sont d'ailleurs présentes sur le sol djiboutien, afin d'assurer la sécurité de cette voie commerciale. Cela en fait un carrefour à fort potentiel de développement, avec des secteurs très porteurs comme la logistique et le transport bien sûr, mais aussi la banque et la finance, les télécommunications, l'énergie ou encore le tourisme, des secteurs également clés en principauté de Monaco. Vous allez aussi ainsi constater que ce pays possède de beaux arguments pour intensifier ses échanges avec la principauté de Monaco. À mes côtés, pour animer ce webinaire, nous avons la chance d'avoir Frédéric Geertz, le président du SEMA, ainsi que Denis Ruyant, son secrétaire général, qui vont dialoguer avec nos prestigieux invités djiboutiens afin de vous éclairer sur cette belle destination. Bonjour messieurs. Nous débuterons ce webinaire avec aussi nos consuls basés sur place ou en principauté, qui sont de fins connaisseurs de Djibouti et qui évoqueront les possibilités de passerelles entre les deux pays, ainsi que la situation actuelle. Nous accueillerons d'abord Madame Jordana Raymond Boukoubesh, consul honoraire de Monaco à Djibouti, puis Monsieur Jean-Jacques Robin, consul honoraire de Djibouti à Monaco. Bonjour et encore merci à vous deux pour votre participation. Nous poursuivrons avec nos homologues de la Chambre de commerce et industrie, représentée ce matin par son président, M. Youssouf Moussa Dawale, qui nous éclairera notamment sur les investisseurs étrangers ainsi que toutes les opportunités économiques qu'offre cette belle destination. Bonjour, Monsieur le Président. Il était impossible de ne pas s'entretenir également avec un représentant du secteur de la logistique, secteur clé. C'est pour ça que Denis Ruyant échangera avec M. André Massida, président de Massida Logistics, une entreprise incontournable à Djibouti. Frédéric Geertz, qui en plus d'être président du SEMA, dirige une banque à Monaco, s'entretiendra ainsi avec M. Régis Bariac, directeur de la Banque pour le commerce et l'industrie, maire rouge du groupe BRED et président de l'association professionnelle des banques en Djibouti. Un dialogue précieux pour un éclairage fin de la place financière djiboutienne. Comme de coutume, nous conclurons par une session de questions-réponses avec nos invités. Questions que nous avons déjà reçues en amont, mais que vous pouvez également poser durant ce webinaire. Mais avant de lancer les débats, je cède la parole pour un mot d'introduction au président du SEMA. Monsieur Frédéric, c'est à vous. Merci, Justine. Donc, Madame la consul, Monsieur le consul, cher président, directeur généraux, également chers amis d'ailleurs du Monaco Economic Board et du SEMA. Comme le disait Justine, nous sommes un tout petit peu différemment orientés aujourd'hui en Afrique. On a davantage l'habitude avec le SEMA ces dernières années d'organiser des missions, tantôt en Afrique de l'Ouest, comme à Dakar et à Abidjan, tantôt en Afrique centrale, comme on l'avait fait au Gabon avec le MEB et au niveau du SEMA en RDC, tantôt également en Afrique australe où on était à Maurice. Je crois qu'il était grand temps de nous intéresser maintenant à cette corne de l'Afrique, la corne nord-est, et en particulier Djibouti, qui, comme le disait Justine, est au carrefour, en fait, sur la voie maritime la plus busy du monde, donc au carrefour entre le commerce Asie du Sud-Est, Chine et Moyen-Orient, Europe. Donc, c'est une place absolument stratégique, ce qui en fait le premier élément de différenciation. C'est un peu en immobilier maintenant dans un monde globalisé.
ce qu'on appelle location, 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 c'est essentiel. Et Djibouti l'a bien compris. Donc Djibouti, outre cette voie maritime, dessert également une grosse partie du marché COMESA et en particulier ses principaux voisins, dont l'Éthiopie, qui même si actuellement on connaît une certaine déstabilisation, ne va pas vraiment changer le sort de Djibouti. C'est un des ports les plus efficients. Bon, c'est un port depuis longtemps, je crois que déjà en 1930, c'était considéré comme le 3e port de France à l'époque, ou en tout cas dans le top 3. Je crois qu'il a largement évolué depuis, parce qu'il est reconnu comme un des ports en termes de handling les plus efficients, je vais dire, du monde en général. Et on a pu en tester de ce qui était un port efficient, puisqu'on fait un petit clin d'œil à la mission qu'on a organisée avec le Monaco Economic Port à Anvers. Donc, je crois que Djibouti est également dans ce type de catégorie. Ce n'est pas tout donc d'être au bon endroit. Djibouti a pu développer ce savoir-faire en termes portuaires, de logistique, et donc également de l'ensemble des services qui sont avoisinants à ce secteur-là. Autre caractéristique, on y parle le français et l'arabe. Donc, je crois que nous, étant, bien qu'on est tous anglophones, je veux dire quasiment également en matière de commerce à Monaco, on a quand même le privilège de parler plus facilement le français, ce qui explique notre positionnement économique davantage sur l'Afrique francophone. Donc, on peut considérer que Djibouti offre tous ces avantages pour nous. Djibouti est également, c'est un petit pays au niveau de l'Afrique, comme est Monaco, un petit État au niveau de l'Europe. Donc, je crois qu'on a certainement pas mal d'échanges à envisager ensemble, et c'est ce qu'on va analyser tout au long de ce webinaire. Donc, notamment en matière de potentiel de services, télécommunications, free zone, industrie bancaire, industrie hôtelière et du tourisme. Donc, je crois que Djibouti, avec le temps, et quel que soit en fait son environnement au niveau des territoires voisins, a vraiment bâti un ciment qui lui permet de développer une économie assez dynamique, comme en prouve d'ailleurs ces dernières années son taux de croissance. Bon, maintenant, je vais laisser la parole surtout à ceux qui connaissent bien Djibouti, et en l'occurrence à Madame la consul Jordana Raymond Koubèche, dans un premier temps, et puis à Jean-Jacques, qui est donc consul de Monaco à Djibouti, et qui va partager cette introduction avec notre consul de Djibouti à Monaco, M. Jean-Jacques Robin. Jordana, Madame la consul, je me permets de vous passer la parole. Merci Frédéric et bonjour à toutes et à tous. Alors, je souhaiterais d'abord, dans un premier temps, remercier les membres du MEB et du CEMA pour cette initiative qui nous a permis d'organiser cet événement. Merci également à tous les intervenants pour leur participation et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors, nous espérons, et j'en suis convaincue, que cette première rencontre entre opérateurs privés djiboutiens et monégasques nous permettra d'identifier des synergies entre les deux États et qu'elle initiera des missions de terrain et la concrétisation d'accords et d'échanges économiques. Je vais dans un premier temps, mais très rapidement, puisque Frédéric et Justine ont mis en avant les éléments clés, partager un petit peu certaines données pour permettre à ceux qui ne connaissent pas de situer Djibouti, dans un deuxième temps, de mettre en lumière les atouts significatifs pour un opérateur étranger qui souhaiterait développer ses activités à Djibouti. Donc, comme l'a si bien expliqué Frédéric, donc Djibouti est un petit pays donc, de 23 000 km² d'1 million d'habitants. C'est un îlot francophone au milieu d'une région complètement anglophone, qui est un point très important. Et c'est également un pays, et avant tout, avec une position géographique stratégique. Donc stratégique car au carrefour donc, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, les ports de Djibouti sont situés sur la route du canal de Suez, là où transite plus de 40% du trafic maritime mondial, donc ce qui en fait la deuxième route maritime la plus fréquentée au monde. Géostratégique également, car Djibouti donc, est la porte d'entrée du COMESA, qui est un marché de plus de 450 millions d'habitants, soit 450 millions de potentiels consommateurs. Et c'est cet emplacement privilégié qui lui vaut être sur ce que nos amis chinois appellent la nouvelle route de la soie. Voilà. Donc, se posent les questions maintenant pour un opérateur étranger. Quels sont les avantages significatifs de Djibouti? Pourquoi Djibouti plutôt qu'un autre pays dans la région? Donc, nous ne sommes certes pas un pays qui regorge de ressources minières, mais nous sommes très forts de nos infrastructures modernes
et de nos secteurs de services qui constituent plus de 80% du PIB. Ce secteur du service est essentiellement porté par des activités liées au commerce, à la logistique, aux télécommunications et aux services financiers. Et ce qui est très important de garder à l'esprit quand on s'intéresse à Djibouti, c'est de percevoir ce pays comme une porte d'entrée de la région. Ça, c'est un point extrêmement important. Il y aurait trois axes majeurs que je souhaiterais mettre en avant avec vous et qu'il est important de garder en tête. Le premier, c'est de considérer Djibouti comme un hub logistique et de services. Donc logistique, effectivement, car les ports de Djibouti sont des ports de premier plan qui ont été classés en tête du dernier classement du Port Performance Index en Afrique. L'Éthiopie est un partenaire privilégié, comme l'a souligné Frédéric, avec plus de 90% de ses flux import et export qui transitent par nos infrastructures portuaires. La zone franche de Djibouti est une réelle base arrière pour tous les opérateurs qui y sont installés et elle a pour ambition d'être la plus grande zone franche d'Afrique. Et enfin, Djibouti est un carrefour, donc quand on dit hub de service, c'est également un carrefour dans les télécommunications, un carrefour numérique, puisqu'on a 8 câbles sous-marins aujourd'hui qui convergent et atterrissent à Djibouti. Le deuxième point très important, c'est l'environnement qu'offre Djibouti à un investisseur étranger, qui est un environnement qu'on peut qualifier de favorable dans la mesure où il y a une stabilité politique et sécuritaire qui est certaine. En témoigne la présence de 5 bases militaires étrangères aujourd'hui installées sur le sol djiboutien. Et Djibouti offre un cadre légal qui est un cadre qui favorise les investissements et facilite les investissements étrangers. Le droit commercial djiboutien a d'ailleurs les mêmes fondements que le droit commercial français. Et à titre d'exemple, et ce qui est, je pense, très important de souligner, un investisseur étranger n'a pas besoin d'être adossé à un sponsor pour ouvrir une société à Djibouti. Et le troisième et dernier point que je souhaiterais mettre en avant, c'est la place financière de choix que représente Djibouti dans la région. Nous avons une monnaie librement convertible avec une parité fixe avec le dollar. Nous avons un secteur bancaire qui est développé avec la présence de 14 établissements aujourd'hui. Et enfin, une absence de contrôle d'échange qui permet un libre transfert des capitaux. Voilà. Donc, je vais juste terminer mon propos en rebondissant encore une fois sur ce qu'a dit Frédéric. Nous avons des similarités certaines entre Djibouti et la principauté. Nous savons que les échanges de manière générale entre la principauté et le continent africain sont soutenus dans divers domaines, mais je pense qu'il est important de mettre en avant certains points communs. Donc, évidemment, la langue française que l'on partage, le positionnement identitaire, chacun à son échelle, les deux pays sont deux petits pays, donc deux petits États souverains qui ont un rôle modérateur et fédérateur dans leurs régions respectives. Et enfin, et je pense que c'est très important, ce sont deux places tournées vers l'international. Tout comme la société monégasque qui est très cosmopolite, la société djiboutienne est caractérisée par sa diversité, sa pluralité. Le slogan de Djibouti est d'ailleurs terre d'échange et de rencontres. Et je tiens à mettre en lumière cet élément parce que, évidemment, le climat national favorable aux investissements, la position géostratégique sont les points les plus primordiaux. Mais en tant qu'étranger, quand on arrive dans un pays, déjà, si on se sent intégré, c'est agréable. Mais en plus de ça, c'est un avantage également concurrentiel indéniable par rapport à d'autres acteurs qui seraient présents dans la région. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à mon homologue Jean-Jacques Robin. Bonjour, je tiens à remercier Guillaume Rose et son équipe ainsi que Frédéric Gers pour avoir permis de faire découvrir Djibouti et son potentiel économique aux adhérents du Monte Carlo Economic Board et au SEMA, mais aussi à Jordana Mankoubech, ma complice un peu dans notre activité de consul, et merci aussi à tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Si j'interviens comme consul honoraire, je suis aussi un résident monégasque, investisseur à Djibouti dans les secteurs de la production d'électricité décarbonée et du numérique. Je vais donc commencer par un témoignage sur mon expérience djiboutienne. Pour parler rapidement d'un sujet d'actualité, je vais vous entretenir de la Covid-19, sujet incontournable aujourd'hui. En février 2020, lorsque l'on sortait de l'avion à Djibouti, un contrôle de température était effectué avant notre entrée dans l'aéroport. En cas de température anormale, une quarantaine était effectuée immédiatement. Le 18 mars 2020, le Premier ministre de Djibouti me demandait les coordonnées du professeur Raoult, souhaitant que ses équipes médicales puissent appliquer le fameux protocole marseillais.
En juillet 2020, à la sortie de l'avion, les autorités effectuaient des tests salivaires. On nous en parle toujours, on ne les a pas forcément vus ici en Europe. À compter de septembre 2020 et lors des derniers voyages jusqu'en décembre 2020, ce sont les tests antigéniques qui étaient choisis pour leur rapidité. Il est à noter qu'il y avait toujours une dizaine de passagers arrivant de Paris par le vol direct qui étaient testés positifs. Le président djiboutien, salué par le secrétaire général de l'ONU, a opté dès le départ pour la théorie des 3 T. Tester, tracer, traiter. Le choix était simple, isoler seulement les patients positifs et les traiter. En conséquence, la vie économique et sociale n'a connu aucun arrêt brutal par rapport à l'Europe. Monaco a aussi été une exception grâce aux décisions de son Altesse Sérénissime. Le bilan de ce jour, c'est très simple. Il y a à peu près 189 décès pour 1 million d'habitants depuis le début de la pandémie. Sur un autre point qui est très positif pour les investisseurs, c'est le guichet unique. Alors, ça fait rêver quand on arrive d'Europe. Le guichet unique, c'est un peu comme dans une bonne pièce de théâtre. Il y a une unité de lieu, une unité de temps. Le tout est encadré par une équipe de jeunes qui est efficace et dévouée. Dans la journée, vous avez validé vos statuts, vous avez obtenu un numéro fiscal et ouvert un compte en banque. Précision importante, Jordana vous l'a dit, nul besoin de sponsor. Avec mon associé, nous possédons 3 sociétés sous forme de SARL. Nous sommes les 2 seuls actionnaires et ça, c'est quand même quelque chose de très important pour quelqu'un qui veut venir investir à Djibouti. C'est un État stable, ça a déjà été développé là aussi, un État progressiste. Il y a 5 femmes ministres à des postes clés. J'en profite d'ailleurs pour saluer Madame la ministre du Numérique et Madame la ministre des Investissements privés qui nous suivent en direct. À ce sujet, après la vidéoconférence, si certains d'entre vous ont des questions à leur adresser, je me ferai un plaisir de les leur transmettre. La stabilité, c'est aussi un taux prévisionnel de 7,1% de croissance pour 2021. Un autre fait important est le niveau scolaire, avec 92,2% de scolarité en primaire et quasiment 50% de filles scolarisées dans les écoles djiboutiennes. Djibouti a d'ailleurs participé cette année au concours de poésie pour les classes mixtes francophones au niveau mondial, organisé par l'association Au Cœur des Mots, qui est présidée par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Djibouti, c'est aussi une vraie vision pour demain, une volonté de développer une autonomie électrique décarbonée. Si un parc éolien est en cours d'achèvement et un projet d'hydrolienne en cours de réalisation, le grand chantier de l'énergie à Djibouti, c'est la géothermie. Sa position géographique sur la faille du Rif est la garantie d'une production qui permettra à Djibouti d'être en mesure d'exporter de l'électricité et à terme de l'hydrogène. Un autre atout de Djibouti, c'est actuellement la présence de 8 câbles sous-marins pour l'Internet et ce nombre va continuer à croître. Le numérique sera demain pour Djibouti l'équivalent de l'or noir. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Djibouti et peut-être participer à écrire quelques lignes sur le développement futur d'une collaboration entre nos 2 pays. La suite de ce webinaire axé sur une présentation économique devrait se concrétiser par des rencontres institutionnelles en début 2023. Mais vous le savez tous, le temps de l'entreprise n'est pas forcément le même que celui de la diplomatie. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Consul. Nous allons maintenant passer aux échanges entre les différents intervenants. Je laisse la parole donc à Frédéric. Merci, Justine. Merci, Madame la Consul. Merci, Monsieur le Consul, pour ce premier éclairage déjà assez détaillé. Alors, je vais me permettre de m'adresser à Monsieur Youssouf Moussadawale, qui est président de la Chambre de commerce de Djibouti. Je crois que commencer par lui est excellent parce qu'il pourra nous donner sans doute un très bon panorama. Alors, Monsieur le Président, vous êtes aux premières loges, évidemment, en tant que Chambre de commerce, pour nous donner un aperçu de l'économie, de qui sont les principaux partenaires actuels de Djibouti. Je crois que c'est une place, comme disait Madame la Consul, très internationale, très cosmopolite. Beaucoup de places au niveau de l'activité portuaire a été prise, je pense, par les Chinois, mais beaucoup d'opérateurs étrangers sont également présents, dont les Européens. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les investisseurs actuels et à venir à Djibouti? Et également, peut-être confirmer aussi, je crois que M. Jean-Jacques Robin en a largement attesté de cette facilité de création de société. Quelles sont les modalités donc, pour créer une société et donc confirmer qu'on peut bien en être actionnaire à 100%.
Youssouf, à vous la parole. Bien, merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation au nom de la Chambre de commerce et à mon nom personnel. Je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir de nous donner la parole et de vous surtout éclaircir les questions y afférentes. Je remercie l'ensemble des participants et particulièrement les deux consuls honoraires qui ont aussi initié avec vous ce webinaire. Je suis très heureux de retrouver aussi Régis et André, qui sont des partenaires économiques très importants à Djibouti. Si je reviens, d'abord, je vais vous donner un bref topo de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce de Djibouti a été créée en 1907. Elle a une histoire depuis 1907 et elle a 114 ans aujourd'hui, ce qui fait que c'est l'institution par excellence de représentation économique pour Djibouti. Elle a participé aux parités fixes dollar-franc Djibouti en 1948. Elle a participé aussi à la mise sur pied de la première zone franche de Djibouti. Elle a participé à la constitution de la République de Djibouti. Et donc, la Chambre de commerce a été, je dirais, un emblème de l'économie et le bras armé économique de Djibouti à l'époque coloniale et en République de Djibouti après 1977. Si je reviens aux questions auxquelles vous aviez posé, Frédéric, sur le positionnement de Djibouti, il faudrait sincèrement savoir que l'Europe a le principal, je dirais, rôle. Les sociétés européennes jouent un important, je dirais, base économique de Djibouti. C'est vrai que depuis l'histoire de Djibouti, Djibouti était un carrefour, et d'ailleurs c'était pour cette raison qu'elle a été choisie pour être le meilleur carrefour des transits et des transbordements pour les produits venant d'Europe, pour l'Indochine et les pays asiatiques. C'est la raison pour laquelle Djibouti a été créé, si je puis s'appeler comme ça, l'histoire avec un port et un chemin de fer. Si je reviens à la question précisément, les sociétés européennes sont actuellement en majorité dans le transit, dans le transport, dans la distribution, dans la construction, dans l'assainissement, dans les banques et assurances, dans l'import-export, concessionnaire de véhicules et j'en passe. C'est vrai, il y a des partenaires nouveaux qui sont arrivés avec la nouvelle émergence, qui est particulièrement la partie chinoise, qui sont intéressés à, comme disait Jordana tout à l'heure, à l'interconnexion de l'Afrique vers la route de la soie. Et Djibouti étant le premier centre d'intérêt pour les Chinois, pour qu'ils puissent se connecter à partir de Djibouti pour la route de soie et surtout pour les pays enclavés, ont développé le chemin de fer, ils ont développé aussi les infrastructures portuaires. Mais cela est-il que le rôle que doivent jouer les entreprises européennes est toujours, je dirais, ouvert, avec, je dirais, beaucoup d'intérêt. La société China Merchants, par exemple, qui était intéressée à rentrer dans le capital du port de Djibouti, du PDSA, a été je dirais, un des acteurs qui ont joué un rôle dans l'entrée des actions du port. Et c'est la raison pour laquelle nous sollicitons à ce qu'il y ait d'autres partenaires européens, et particulièrement monégasques, de pouvoir réfléchir dans l'intérêt d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec la République de Djibouti. Sur les aperçus, par exemple, de nouveaux investisseurs que nous découvrons ces derniers temps aussi, il n'y a pas que les Chinois, il y a les Marocains aussi qui sont très intéressés à s'implanter à Djibouti. Il y a les Turcs qui veulent faire une zone économique spéciale. Et il y a aussi d'autres partenaires qui sont de partout du monde. Pour ce qui est de la constitution d'une société, en ma qualité non seulement de président de la Chambre de commerce, mais aussi du président du conseil d'administration de l'ANPI, qui est l'Agence nationale de la promotion des investissements, nous accueillons à bras ouverts, comme disait tout à l'heure Jean-Jacques,
pour le guichet unique, c'est une révolution pour Djibouti. Créer une société auparavant prenait énormément de temps, énormément de procédures, mais aujourd'hui, nous avons le guichet unique et Dieu merci, la société qui veut s'installer à la place de Djibouti passe par le guichet unique et c'est en une journée, maximum 2 jours, que la société est constituée. Si une société, par exemple monégasque, est intéressée à s'installer à la zone franche, c'est une autre, je dirais, procédure qui est aussi simplifiée et qui a, je dirais, une simplification des procédures. Pour ce qui est de la modalité de formation des sociétés de Djibouti pour l'étranger, c'est le seul et unique pays, comme disait tout à l'heure Jordana, où nous ne demandons pas à ce que le capital soit dans l'obligation avec d'autres partenaires djiboutiens. Le partenaire, quel qu'il soit, et de quelque pays qu'il vient, est à 100%, je dirais, actionnaire de sa société. Dans le secteur du tertiaire, par exemple, si je puis vous donner un chiffre, ça représente 77,6%, qui est le premier, je dirais, abord des activités économiques du pays. Les secteurs secondaires représentent actuellement 22% et le primaire est au 0,2%. Pour ce qui est de la stabilité politique et du social, je crois qu'on est un exemple aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes un exemple de la région, sachant qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, des turbulences dans la région et que nous souhaitions que cette turbulence soit passagère. Nous souhaitions justement accueillir le maximum d'investisseurs pour qu'ils puissent être en plateforme et en disposition pour justement distribuer leurs produits ou participer aux investissements à travers Djibouti, sachant que Djibouti a la parité fixe. Et je laisse ce point pour Régis pour qu'il puisse développer l'aspect bancaire. Mais j'appellerais que Djibouti est une économie libérale, avec un traitement équitable pour les investisseurs. Aussi, il faut rementionner, parce que c'est très important à Djibouti, la parité fixe avec le dollar. Le système financier qui permet une liberté totale des transferts, qui a été cité aussi par Jordana tout à l'heure, un cadre juridique et réglementaire favorable à l'exception des activités réglementées comme l'assurance et d'autres activités qui sont liées à la stratégie de Djibouti. La Chambre de commerce, dans son ensemble, est partenaire dans toutes les activités. Comme vous savez, nous avons un haut conseil du dialogue public-privé que je préside du côté du secteur privé. Et je suis, comme je disais tout à l'heure, aussi, je représente l'ANPI en tant que président du conseil d'administration, l'Agence nationale de la promotion des investissements. Donc, j'accueille à bras ouverts nos amis investisseurs, particulièrement monégasques, et je trouve que c'est un honneur de participer aujourd'hui à ce webinaire pour que nous puissions surtout partager ce que nous avons en commun et qui est l'interactivité des deux régions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons maintenant laisser la parole à Denis pour la seconde question. Merci, Justine. Je vais m'adresser maintenant à André Massida. Cher André, vous présidez le groupe Massida, un des plus anciens groupes djiboutiens dans le secteur de la logistique et des services, tels que FedEx. Vous êtes aussi également implanté en Éthiopie. Jordana et Youssouf ont bien insisté sur l'importance du port autonome international du Djibouti. Vous en êtes un prestataire majeur. Pourriez-vous nous préciser quels en sont ses avantages et nous éclairer aussi sur son statut, à savoir quels en sont les propriétaires et les gestionnaires? Bien. Bonjour à tous et je vous remercie d'avoir pensé à moi pour ce webinaire. Bon, à Djibouti, il y a une totalité, il y a 6 ports. Un chemin de fer, 3 free zones, plusieurs nouvelles infrastructures aussi en construction, la mer Jog avec un parc industriel. Le port de Djibouti, c'est 100% détenu
par Port Djibouti, qui est une société qui a cédé à China Merchants Port 23% de ses actions. Le terminal conteneur SGTD a été construit en 2009. Il a une capacité d'accueil de navires post-Panamax conteneurs avec plus de 10 000 TEU à bord. C'est une des productivités parmi les plus élevées d'Afrique. Ce terminal est relié à la ligne de chemin de fer qui va jusqu'en Éthiopie. Le deuxième port, Doralen Multipurpose Port, DMP, a été inauguré en 2017. C'est un terminal vraquier et véhicule qui a quand même 2 portiques qui peuvent servir à décharger des conteneurs. C'est un service moderne de manutention qui d'ailleurs a été félicité il y a moins d'une semaine par la délégation éthiopienne pour ses performances. Il y a d'autres infrastructures, on a parlé de la Free Zone avec 48 km² avec des hangars modernes et l'infrastructure très moderne, comme une zone d'échange régionale. Vous avez un chemin de fer qui relie Addis Abeba avec plus de 550 km. Il y a d'autres infrastructures, un parc industriel d'Amerjog qui est en construction pour un stockage de fuel, gaz naturel, et ce sera un stockage aussi, il y a un stockage de bétail. La China Merchants Group a investi plus de 3 milliards de Djibouti à Djibouti, plus de 3 milliards de dollars à Djibouti pour renforcer la position de hub régional logistique. Comme l'a dit déjà Jordana, c'est une des portes d'entrée du marché de la COMESA, qui est plus de 450 millions d'habitants. Les secteurs, maintenant, c'est sur le port. Moi, je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Maintenant, si vous voulez, oui, allez-y. André, vous avez effectivement, merci beaucoup. Je pense que toutes les questions qui vont venir sur le port, eh bien, on va un petit peu les réserver pour la fin du webinaire. Ce que je souhaiterais aussi, c'est vous avez été conseiller du commerce extérieur de la France et vous êtes actuellement membre du bureau du groupe d'affaires franco-djiboutien. Pourriez-vous nous dire quels sont les principaux acteurs économiques qui sont partenaires de Djibouti à la fois au niveau européen et au niveau panafricain? Bon, le principal partenaire d'échange, c'est la France. C'est un partenariat historique. Les échanges bilatéraux entre Djibouti et la France, on se classe au 139e partenaire d'échange avec la France. En 2020, il y a eu 74 millions d'euros d'échanges. Une grande progression par rapport à 2019 où il n'y avait eu que 24 millions. Il y a une communauté d'affaires importante à Djibouti, la BCIMR, Ruby qui a remplacé Total. Vous avez le groupe Bolloré, le groupe CMA-CGM, Vinci, Eiffage, le groupe Casino. Maintenant, les entrepreneurs dans la logistique à Djibouti, il y a trois grosses sociétés françaises qui travaillent, le groupe Masida, le groupe Maril, le groupe Ries. Il y a des nouveaux projets sur Djibouti, dans l'hôtellerie, beaucoup, dans Accor, qui est en train de rénover 2 hôtels et d'en construire un nouveau. Il y a le groupe Onomo, qui est intéressé pour faire aussi un hôtel à Djibouti. Vous avez une grande étude qui est financée par la France pour le futur aéroport de Djibouti. Vous avez Djibouti Innovation Platform qui vient de démarrer ici. Vous avez un groupe d'affaires franco-djiboutien qui comprend une trentaine de partenaires. Vous avez en ce moment ce qui est réclamé par les 2 pays, c'est une convention fiscale entre Djibouti et la France. C'est en cours de discussion. Il y avait même des réunions hier avec un groupe français qui est venu. Voilà. Après, vous avez aussi, ce qui est important peut-être pour les investisseurs à savoir, c'est qu'il y a des accords de défense entre la France et Djibouti. Et je crois que la France n'a plus qu'avec Djibouti des accords de défense.
au niveau européen, il n'y a pas de grandes sociétés européennes installées à Djibouti. C'est pour ça que nous sommes demandeurs avec la Chambre de commerce pour avoir des partenaires comme Monaco. Sur ce côté-là, je crois avoir fait le tour. Merci beaucoup, André. Je repasse la parole à Justine. Merci beaucoup, André, pour ces précisions. Nous allons maintenant passer à la question sur le secteur bancaire et je laisse la main à Frédéric. Merci, Justine. Donc, je vais m'entretenir avec M. Régis Bariac, qui est déjà, il couvre le secteur puisqu'il est président de l'association bancaire à Djibouti. Il est également directeur de la BCIMR, que c'est d'ailleurs André Massida. Donc, je précise quand même, donc BCIMR, c'est donc la Banque pour le commerce et l'industrie Mer Rouge, un joli nom, filiale de la BRED, et donc très actif dans le secteur, je vais dire commercial banking, comme on l'appelle. Régis, en tant que président de l'association bancaire, pourriez-vous nous en dire, déjà on va commencer par la monnaie, le franc djiboutien, donc on l'a entendu à une ou deux reprises, a l'avantage de la stabilité et de la convertibilité parité fixe avec le dollar. Donc, pourriez-vous nous en rappeler les principaux éléments ainsi que votre vision pour les 5 à 10 ans qui viennent? Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Évidemment, le franc de Djibouti est un atout incontournable pour ce pays. C'est un des rares pays en Afrique sans aucune restriction sur sa devise, pas de contrôle de change, une libre convertibilité et transférabilité. Alors, j'ai fait un peu d'histoire et d'archéologie sur le franc de Djibouti. C'est la France qui a créé le 20 mars 1949 le franc de Djibouti avec une parité fixe. À l'époque, ça valait un franc valait 214, un dollar pardon, valait 214 francs de Djibouti. Il n'y a eu depuis cette époque, depuis pratiquement 60 ans, que 2 dévaluations, en 1971 et 1973. Et donc, depuis 1973, le franc de Djibouti vaut 1 dollar 177 421 francs de Djibouti. C'est une remarquable stabilité pour cette région, non seulement cette région, mais pour le monde entier. Et je crois que ça, c'est un atout incontournable. Cet aspect libéral de libre convertibilité, libre transférabilité s'applique sur l'injection initiale de capital, mais aussi, je voulais le souligner, pour la libre remontée des dividendes, ce qui est un fait rare dans pas mal d'économies administrées à Djibouti, en Afrique. Donc, si vous êtes un investisseur, aujourd'hui, vous pouvez sereinement avoir un plan d'affaires, regarder la profitabilité de vos affaires et en tirer le profit et remonter les dividendes de manière très libre avec une parité qui sera totalement sous contrôle. Donc, si vous êtes un euro, il vous suffira de faire du hedge ou de la couverture euro-dollar, donc qui est une couverture extrêmement facile puisque c'est un marché d'échange extrêmement dynamique. Donc, ce n'est pas une devise exotique, c'est une devise contre dollar fixe. Donc, c'est extrêmement facile d'anticiper, de prévoir et de se couvrir. Donc, pour un investisseur, c'est un aspect très favorable. Merci Régis. Effectivement, je vous rejoins, c'est un des points forts comparé à beaucoup d'autres pays africains. Alors, autre point très important, vous êtes bien placé pour témoigner. Vous le savez, Monaco se met un point d'honneur, je vais dire, en matière de transparence, gouvernance, tant au niveau de l'État que des sociétés et des résidents monégasques. Qu'en est-il à Djibouti? Quelle est votre vision de l'évolution en matière de gouvernance, que ce soit au niveau des banques, mais également au niveau des sociétés commerciales? Alors déjà, pour la transparence et la gouvernance, je dois rendre hommage à Ahmed Osman, qui est le gouverneur de la Banque centrale, qui fait un formidable travail de modernisation de la place de Djibouti. Et donc, Djibouti est en train de se rapprocher des critères bâlois, notamment de Bâle 3, pour que l'ensemble de son secteur financier soit régulé dans les meilleures conditions et dans un souci de transparence et de bonne gouvernance. Donc, la Banque centrale de Djibouti fait un énorme travail avec l'ensemble des banques djiboutiennes pour se mettre dans un niveau bâlois, et je pense que c'est très important de le réaffirmer.
Un certain nombre de banques, dont la mienne, que j'ai l'honneur de diriger, sont aussi régulées par la BCE et la CPR en France, puisque la BCMR fait partie du groupe BRED et donc ultimement du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, le second acteur bancaire en France derrière BNP Paribas. Et donc à ce titre, on est régulé par la BCE et la CPR, et donc ce sont des régulations qui s'appliquent à Djibouti. Et donc, en plus de l'immense travail que fait la Banque centrale, certains des établissements de la place de Djibouti sont aussi régulés par les régulateurs européens, et ça donne un confort supplémentaire, notamment en termes de trade finance, de transfert, de correspondant banking, avec quelque chose qui est très solide et très fluide à Djibouti. Et ça, c'est aussi important de le souligner pour les investisseurs. L'accès à du correspondant banking et du trade finance est possible à Djibouti, et donc tous les produits sont disponibles pour faciliter l'import et l'export et l'investissement durable avec des établissements stables à Djibouti. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, facteur très rassurant également. Alors, je crois qu'on va descendre maintenant un tout petit peu au niveau de l'activité des banques. Si vous pouviez nous décrire, je vais dire, un peu la place en termes de banques, mais également de façon très pratique, la dynamique qu'ont les banques commerciales de suivre des sociétés commerciales, tant au niveau de leur crédit d'investissement, au niveau de leurs opérations de trade finance et de la structuration de celles-ci, sentir une place dynamique où, là, peut-être, à Monaco, c'est peut-être pas notre point fort en matière d'organisation de trade finance, mais on est moins exposé que vous à ces problématiques. Alors, sur la place de Djibouti, on est passé d'une situation de duopole, puisque avant 1977, il y avait deux banques issues de la communauté bancaire française, donc BCMR, qui était le groupe BNP Paribas à l'époque, et la banque Indo-Suez, qui est après devenue groupe Crédit Agricole. À l'indépendance, évidemment, tout le monde a vu que ce duopole pouvait être un frein, et l'accélération de la croissance économique de Djibouti depuis le début des années 2020 a nécessité une ouverture du secteur bancaire. On est passé donc d'un duopole en 2010 encore à aujourd'hui 14 banques. Donc c'est un secteur où la compétition est de plus en plus vive, ce qui est bon pour le consommateur final et pour les entreprises qui viennent s'implanter, puisque la diversité de l'offre est là, sur la place de Djibouti. Je rappelle également que les banques sont dans une situation très confortable, puisque c'est un des seuls marchés en Afrique où la liquidité dollar est abondante, et donc les dépôts en dollars dans les banques sont très abondants. Donc, pour être un peu technique, le coefficient d'emploi-ressources, c'est-à-dire les crédits délivrés par rapport aux dépôts, n'est que de 20-25% à Djibouti, c'est-à-dire que les banques ont une grosse capacité à prêter parce qu'elles sont très excédentaires en ressources dollars, ce qui les met dans une situation très favorable pour considérer de larges projets d'investissement à Djibouti. Donc cette concurrence bancaire, ça permet aussi d'envisager de manière plus sereine la syndication, l'approche par syndication, pool bancaire ou club deal sur Djibouti, ce qu'on est en train de structurer avec les banques de la place. Beaucoup de banques généralistes, de banques universelles, donc de banques avec des agences bancaires, et aussi des banques qui ont un tropisme banque d'investissement. La Bank of Africa, je cite mes concurrents quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, qui fait partie du groupe BMCE, du groupe marocain, est une banque extrêmement bien structurée. Exim Bank est une banque bien structurée aussi, et bien sûr, la BCIMR faisant partie du groupe BRED, avec son accès à un très large système de correspondant banking, une expertise en trade finance et des capacités d'investment banking appuyées sur nos services de financement structuré à Paris, où les experts sont à ma disposition pour envisager toutes les opérations structurées, CAPEX, OPEX, et après financement de BFR plus classique, tout ce qui est working capital, effectivement, où l'ensemble des produits nécessaires au fonctionnement de la banque, que ce soit son court terme ou que ce soit son moyen terme, sont disponibles à Djibouti. Donc voilà, une place bancaire qui évolue, qui est dynamique, qui s'est renforcée dans son offre. Et du coup, ça a amélioré les prix, puisque la compétition a fait baisser les prix, et donc l'accès au marché est facile, surtout pour des investisseurs internationaux qui vont venir bien structurés, avec une capacité de nous démontrer via des business plans, des plans d'affaires, leur volonté de s'implanter durablement sur place et de s'adosser à des maisons mères solides à Monaco ou en Europe.
Et c'est pour nous extrêmement facile, du coup, de travailler sur des investisseurs de cette qualité. Merci Régis. Et en tant que professionnel dans le même métier que vous, donc coup de chapeau, cette dynamique à Djibouti qui me semble tout à fait dans le bon sens et dans l'exercice des différents métiers nécessaires à la place. Je repasse la parole à Justine. Merci beaucoup, Régis, pour ces précisions. En effet, un secteur fort bancaire est primordial pour l'économie. Nous allons maintenant passer à la dernière question avant de passer au Q&A. Donc, n'hésitez pas à nous faire passer des questions si vous le souhaitez. Et je laisse la main donc maintenant à Denis. Oui, merci Justine. Il était difficile lors de cet événement de ne pas évoquer le fonds souverain de Djibouti. Et je vais d'abord m'adresser à Youssouf. Quel est le statut du fonds souverain de Djibouti et quels sont ses projets et secteurs d'activité prioritaires? Youssouf, vous m'entendez? Micro. Vous pouvez peut-être mettre votre micro, oui. Merci, Denis. Je disais que le Fonds souverain de Djibouti a été créé dans le but de mettre en place les investissements dans le tissu économique en République de Djibouti, à travers des investissements des projets à fort potentiel de création d'emplois. Les investisseurs nationaux et internationaux aussi sont les bienvenus en tant que partenaires pour qu'il y ait une crédibilité de ces fonds d'investissement, de construire un portefeuille d'actifs qui assure la gestion, la pérennisation en vue de générer des ressources destinées aux générations futures, mais aussi la gestion des ressources qui sont confiées au travers de contrats de mandats de gestion en contrepartie d'une rémunération des marchés. L'objectif du Fonds souverain a été, dans le cadre du développement économique de la République de Djibouti, la création, comme je disais tout à l'heure, la génération future, le développement des projets d'investissement qui sont dans les télécommunications, les transports et les activités annexes, les énergies renouvelables à potentiel énergie solaire, le tourisme, la composante du tourisme dans son ensemble, la géothermie qui est aussi très important, l'immobilier qui est très demandé. Et depuis ces dernières années, depuis Covid, que nous avons connu le Covid-19, aussi l'agro-industrie et l'industrie légère. Ce sont les objectifs que le Fonds souverain a été sollicité, a été créé. Et le but de cette création, c'était pour qu'il y ait des réserves financières destinées à la génération future. Pour ce qui est des activités de la démarche même du Fonds souverain, elle a été créée à la présidence de la République de Djibouti pour vous donner l'importance que rêvait le chef de l'État pour le Fonds souverain. Un conseil d'administration présidé par le conseiller économique du chef de l'État est à la tête. Certains membres du gouvernement, ministre de l'économie, ministre du budget, le président de l'autorité, le conseiller économique du président, sont membres du conseil d'administration. Et je pense qu'aujourd'hui, il est, à mon avis, important pour que nous puissions aussi avoir un échange et un partenariat avec les fonds souverains qui sont dans d'autres pays. Nous nous référençons surtout le fonds souverain sénégalais, mais toujours est-il que Monaco a de l'expertise. Donc, on aimerait bien aussi avoir, je pense, en toute humilité, avoir une synergie d'activités dans le cadre de ces investissements que le fonds souverain a besoin et de développer en relation avec des partenaires comme Monaco. Merci beaucoup, Youssouf.
Je pense qu'on peut aussi s'intéresser au fonctionnement du fonds souverain. Et là, je vais m'adresser à Régis. Pourriez-vous nous éclairer pour nous dire sous quelle forme intervient le fonds souverain? Est-ce que c'est en matière de crédit? Est-ce que c'est en matière de private equity? Et quelles sont les modalités d'accès à ce fonds? Alors, tout à fait, Denis. Moi, je vais parler de l'expérience que j'ai de fonctionnement avec le fonds souverain, puisqu'on est un partenaire très proche du fonds souverain pour les guider, les conseiller dans les différents projets, puisque notamment on travaille beaucoup avec les équipes de financement structuré à la BRED pour les accompagner. Donc, c'est d'abord un acteur majeur d'equity, le fonds souverain, pas du tout un financeur, mais c'est vraiment un acteur d'equity, donc quelqu'un qui va rentrer dans les projets soit en amorçage, soit en maturité, que ce soit start-up, scale-up, etc. Ils vont être là pour apporter la caution de Djibouti en disant c'est un projet stratégique pour le pays et le fonds souverain de Djibouti investit en capital. Donc, ils n'ont pas vocation, alors comme beaucoup de fonds souverains, à rester sur une durée longue, mais sans doute en 3, 5, 7 ans en fonction de la maturité des projets. Mais je trouve que ça sera un signe fort pour un banquier de voir le fonds souverain dans un projet en equity. Ça veut dire qu'il a une importance stratégique. Et donc, ça, c'est le premier volet. Donc, d'ailleurs, un nouveau Chief Investment Officer est arrivé récemment pour avoir un comité d'investissement des projets. Et je crois que tous les secteurs diversifiés sont sur la table aujourd'hui. On a parlé de transport logistique, des énergies renouvelables, du green, du secteur de la santé, du secteur des télécommunications. Ils sont d'ailleurs en lead sur la privatisation partielle de Djibouti Telecom, l'ouverture de 40% du capital de Djibouti Telecom. Le mandat a été donné par le fonds souverain. C'est eux qui pilotent cette opération. Et donc, on voit bien que l'equity est vraiment le sujet majeur du fonds souverain. Et la diversification que pourra avoir Djibouti dans l'approche sectorielle, elle sera menée par le fonds souverain. C'est eux qui seront le bras armé de la politique, la vision 2035 portée par le président Ismaël Omar Guelleh. Vraiment, je pense que c'est une arme économique extrêmement efficace par les fonds et la puissance qu'ils vont représenter. L'accès se fait très facilement, hein, il peut se faire par votre banque à Djibouti ou la saisine directement du fonds souverain. C'est des gens extrêmement accessibles, soit par le nouveau directeur général qui vient d'arriver, le docteur Slim, hein, qui vient d'être nommé très récemment, ou son Chief Investment Officer. Les gens sont extrêmement disponibles et avec un tissu relationnel dans les banques traditionnelles, soit BCIMR, BOA ou d'autres banques, on a un accès extrêmement facile au fonds. Donc, en direct avec eux ou via la banque qui vous accompagne sur les projets à Djibouti, c'est extrêmement facile de dialoguer avec eux. Merci beaucoup, Régis. Et je passe maintenant la parole à Justine pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Denis. Merci, Régis et Youssouf pour ces réponses très précises. Nous allons en effet maintenant passer au Q&A. Nous avons reçu plusieurs questions et je vous demande donc la toute première qui est: quels sont les impacts du conflit éthiopien sur l'économie djiboutienne? Peut-être pour cette question, Youssouf et peut-être même André peuvent nous donner quelques éléments de réponse. Soyez assez succincts car le temps nous est compté. Merci beaucoup. Merci, Justine. Je voudrais juste dire que malheureusement, ça nous affecte et économiquement, et socialement, et sécuritairement. Pour la question concernant aujourd'hui, il y a eu un conseil des ministres restreint il y a 2 semaines pour échanger sur la difficulté que pourrait avoir si le conflit continue. Il y a eu aussi une réunion avec les 5, je dirais, ambassadeurs qui ont des bases militaires aussi à Djibouti pour qu'il y ait un échange sur les dossiers de l'Éthiopie. C'est vrai que l'impact, pour l'instant, n'est pas très visible, mais si cela continue et perdure, je n'espère pas, ça pourrait impacter, je dirais, les infrastructures portuaires et, je dirais, les échanges en général. Là où nous sommes en train de nous poser des questions, c'est de savoir quand est-ce que la situation pourrait être maîtrisée pour que les choses rentrent dans l'ordre
Et au niveau, par exemple, de la marchandise à destination de l'Éthiopie, aujourd'hui, il y a 13% de réduction. Il y a aussi le nombre de conteneurs traités qui sont en régression. La baisse de la demande éthiopienne tirée par une forte contraction des marchandises en vrac, les hydrocarbures aussi qui ont baissé. Mais tout cela a un coût, donc c'est le coût pour Djibouti des transits et des transbordements. Nous souhaitions surtout que la situation de l'Éthiopie puisse être remédiée prochainement. Pas plus tard qu'hier, nous avons écouté l'intervention de différentes personnalités du gouvernement éthiopien qui disaient que la partie qui nous cause le plus de problèmes est la partie d'accessibilité de l'Éthiopie en allant de Djibouti vers le corridor à Addis Abeba a été totalement sécurisée parce qu'à un moment donné, il était question que les rébellions allaient occuper une partie de cette région. Ça a été dégagé. Donc, les informations ont été aussi confirmées par la partie adverse du gouvernement éthiopien. Je dirais que si la situation est maîtrisée dans l'état actuel, je pense que la situation reprendrait dans la normalité. Mais si elle perdure d'ici 1 mois ou 2 mois et que le conflit dure dans la région, je dirais dans les régions frontalières pour le transbordement du corridor, il sera difficile. Mais il faut savoir que beaucoup de pays occidentaux ont suspendu leur aide à l'Éthiopie. Là aussi, c'est une difficulté de cash flow, de dollars, parce que l'Éthiopie étant déjà un pays qui connaissait des difficultés de dollars, mais que je pense que ces situations vont être évoluées et les différents intervenants comme les États-Unis d'Amérique, les Européens, en particulier la Commission de l'Union européenne, mais aussi des partenaires africains comme le président du Kenya et le président Obasanjo, sont en train de travailler pour qu'ils puissent mettre, je dirais, une sérénité et une paix durable et surtout une négociation de paix. C'est ce que nous, en tant que Djibouti, nous souhaitions aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. André, d'un point de vue opérationnel, puisque vous êtes à la tête d'une très belle société logistique. Et moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Youssou. Ce que je peux rajouter, c'est qu'à ce jour, le trafic routier n'a pas été interrompu par les 3 axes routiers, que ce soit par Guélélé, que par Galafi, que par le nord Balo. Les camions passent normalement et les routes sont sécurisées. Mais c'est exact qu'il y a une baisse d'activité, aussi bien sur les importations, sûrement un manque de devises, mais au niveau trafic routier, pour le moment, il n'y a aucun souci, bien qu'on ait eu des craintes à un moment. Voilà ce que je peux rajouter. Très bien, c'est exactement ça, d'avoir le point de vue opérationnel et sur le terrain. Je passe à une seconde question pour Monsieur le Consul. Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le nombre de vols et de compagnies aériennes qui desservent donc Djibouti, s'il vous plaît? Alors écoutez, il y a tous les jours des vols qui arrivent d'un peu tous les endroits du monde, puisqu'il y a forcément Air France, mais il y a Emirates au travers de Fly Dubai, il y a une compagnie Turkish Airlines, il y a les compagnies éthiopiennes aussi qui viennent. Donc il y a un vrai hub là aussi au niveau des avions, aéroportuaires. Il y a un nouvel aéroport qui est en prévision sur lequel l'aéroport de Paris réfléchit aussi en collaboration avec les services djiboutiens. Donc, il n'y a aucune difficulté pour se rendre à Djibouti sur des vols internationaux et que ce soit pour des longs séjours ou des courts séjours, vous trouvez toujours un avion le matin ou le soir pour circuler. Merci beaucoup. Et, je peux rajouter une chose? Bien sûr. Il y a Qatar Airways aussi. Exactement. Très bien. Et Monsieur le Consul, tant que je vous ai, est-ce que vous avez eu vent d'une convention fiscale entre les 2 pays? Alors écoutez, c'est une petite indiscrétion que je vais vous faire. J'étais hier avec les services du gouvernement de Monaco
Et nous avons effectivement abordé ce sujet et la mise en place d'une réflexion pour une convention fiscale entre les deux pays démarre dans les jours qui viennent de la part des autorités monégasques qui se mettront en rapport avec les autorités djiboutiennes pour voir les modalités et la faisabilité de ce genre de propositions. Mais c'est tout nouveau, ça date d'hier soir. Très bonne nouvelle pour accentuer justement les échanges commerciaux et de business dans le futur. Allez, nous avons le temps pour une dernière question avant de conclure, que je vais poser à Madame le consul. Jordana, est-ce que Djibouti a donc pris le parti de favoriser la croissance du secteur privé, selon vous? Alors oui, merci Justine. Alors définitivement, donc je vais essayer de vous répondre succinctement. Alors déjà, la croissance de Djibouti, donc en 2019, elle était de 7,4%. Bon, j'occulte un peu 2020 avec une année particulière. 2021, la prévision est quand même un peu plus de 5% par le FMI. Alors cette croissance, elle est essentiellement portée par les investissements publics, mais des investissements publics qui ont aussi mis à disposition des infrastructures assez modernes et qui sont adaptées à un modèle de développement également du secteur privé. Donc, la politique du gouvernement, elle est clairement et définitivement de favoriser, de dynamiser ce secteur privé. Pourquoi? Parce que c'est un relais de croissance. Ce sont des investissements dans l'économie réelle et donc ils créent de la richesse et pourvoyeurs d'emplois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous disposons quand même d'outils, comme nous l'avons évoqué et souligné avant, tels qu'un cadre légal favorable aux investissements, un guichet unique pour faciliter la création d'entreprises, mais il y a également des signaux forts donc, qui sont envoyés par le gouvernement djiboutien. Alors, la création du FSD, évidemment, en fait partie, donc un véhicule d'investissement qui dédié à soutenir des investissements avec des partenaires privés, nationaux, mais également internationaux. C'est important de le préciser. Un secrétariat d'État dédié à l'investissement. Et concrètement, on peut citer aussi un exemple qui est l'ouverture de capital de Djibouti Télécom, donc qui est quand même un signal fort de privatisation d'une partie de ses actifs. Voilà. Et je voudrais aussi souligner quand même les actions ou les moyens mis à disposition du gouvernement pour l'entrepreneuriat. Je pense notamment en 2016 à la création d'un fonds de garantie partielle qui est destiné un petit peu à soutenir les TPE et les PME qui ont des difficultés à accéder à des financements. Je pense aussi au centre de gestion de la Chambre de commerce qui est agréé par le ministère des Finances et qui accompagne les entrepreneurs en conseil, en gestion, en fiscalité. Et en 2018, également la création d'un incubateur qui est le Centre de leadership et d'entrepreneuriat. Voilà, donc on a un petit peu un écosystème florissant qui a été formé autour de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je m'en réjouis en tant que coopérateur privé. Mais de manière générale, des outils et des moyens qui sont mis à disposition du secteur privé et qui sont, de par le gouvernement djiboutien, destinés à vraiment le dynamiser. Et je vais quand même conclure avec une notion qui est importante, notamment pour des opérateurs étrangers monégasques. On a beaucoup d'idées reçues, souvent vues de l'étranger, concernant Djibouti, sur des chasses gardées à certaines puissances, et je pense forcément à la Chine. Il faut vraiment, et ça a été très bien souligné par les intervenants précédents, les partenaires français, européens, non seulement sont les bienvenus, mais sont les plus présents. Mais je vais terminer en citant une phrase du chef de l'État qui est très parlante, qu'il a d'ailleurs cité lors d'une intervention au MEDEF: il n'y a pas d'exclusion et il n'y a pas d'exclusivité. Voilà, concernant les partenaires de Djibouti. Merci beaucoup, Jordana. Merci à tous pour vos excellentes réponses. Je laisse maintenant la parole à Frédéric pour conclure ce très beau webinaire. Merci, Justine. Mais comme tu le disais, très beau webinaire. Pourquoi? Parce qu'en une heure, avec je veux dire, les personnes les plus représentatives de Djibouti et également particulièrement dynamiques, on a pu découvrir ce que représentait, comme disait Madame la Consul, cette terre d'échange et de rencontre. Donc, hub logistique, télécom très en avance, environnement stable, secteur bancaire dynamique, beaucoup d'opportunités dans le secteur tertiaire, tourisme, hôtellerie. Donc, voilà quand même beaucoup d'atouts que présente la place de Djibouti. Les sociétés européennes, ils sont les bienvenus. Il n'y a pas d'exclusivité. Certes, les
les Chinois prennent un peu de place comme partout, mais on sent qu'on a, s'il n'y a pas d'exclusivité, on a presque une préférence quand on voyait toutes les sociétés, notamment françaises, qui ont été citées par André, tant dans le BTP que dans le secteur de la logistique et du maritime. On a également, je vais dire, une organisation, la monnaie est convertible, les transferts sont libres, on peut rapatrier des dividendes également. Le secteur bancaire est bien organisé, il intervient tant en crédit d'investissement qu'en crédits commerciaux, donc avec l'organisation Trade Finance. Voilà beaucoup d'atouts qui sont présentés avec une volonté en plus de l'État souverain, d'une dynamique et d'un appui avec son fonds souverain, notamment qui intervient en co-invest et en equity. Donc, on voit beaucoup d'avantages à se rapprocher entre Monaco et Djibouti. Et donc, je pense que tous ensemble, sous l'égide peut-être de nos 2 consuls, il y a matière à faire et réfléchir à une mission qui nous rapprocherait davantage. Absolument. Donc, merci en tout cas à tous les intervenants. Et Justine, je te laisse le mot final. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, je pense que tout ce que tu viens de dire est absolument vrai. Nous avons remarqué qu'il existe vraiment de belles synergies potentielles et des passerelles à construire entre les 2 pays. Et nous serions, je pense, au MEB, ravis d'accompagner le SEMA sur une action, un déplacement en 2022 ou plus tard, parce qu'il y a vraiment des choses à faire, on l'a ressenti. Et on a eu beaucoup de chance, en effet, d'avoir des intervenants d'aussi grande qualité. Donc, je vous remercie tous. C'était notre dernier webinaire de l'année avec le SEMA, mais sachez que nous reprenons donc en tout début d'année prochaine avec des focus pays, le Kenya et Madagascar. On vous donnera les dates très prochainement. Et je remercie également aux participants qui ont été près d'une 60aine aujourd'hui de nous avoir suivis tout au long de ce webinaire. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.